Europe 1 vous les fait vivre depuis hier soir. Les élections américaines sont quasiment dans tous les médias ce matin. Impossible ou presque de ne pas en entendre parler. Ce scrutin tendu, indécis, on va l'examiner au prisme des réseaux sociaux. Des réseaux qui, encore une fois, ont joué un rôle majeur dans la campagne. Twitter et Facebook essentiellement. Bonjour Thomas Huchon. Bonjour Philippe Vander. Vous êtes journaliste, spécialiste de ces 10 réseaux sociaux. Vous avez réalisé plusieurs documentaires sur le sujet pour Arte, pour Spicy. Spicy qui vient d'ailleurs de signer un partenariat avec Amazon Prime Video. Parmi vos films, on peut citer Comment Trump a manipulé l'Amérique, La nouvelle fabrique de l'opinion et plus récemment une série de courtes vidéos diffusées sur Twitter. Leur titre, Trump-Biden, guerre sur les réseaux. Alors, est-ce que c'est encore la guerre ce matin sur les réseaux entre les deux candidats américains à la présidentielle? Ben ouais, plus que jamais, tout ce qu'on voit et tout l'espèce de bazar qui se passe dans les vrais médias professionnels se transporte aussi sur les réseaux sociaux et plus que ça, ils sont aussi quelque part une part importante de ce désordre dans lequel nous sommes, puisque sur les réseaux sociaux, il n'y a pas d'arbitre. Et quand les participants, les joueurs ne respectent pas les règles du jeu, ça devient très difficile de suivre la partie. Alors ce matin, les derniers tweets, les dernières déclarations des uns et des autres, de l'un et de l'autre plutôt, parce qu'ils sont deux majoritairement. Ce matin, on a un président en exercice qui conteste le processus électoral. Il le conteste effectivement dans ses déclarations dans les meetings, mais il le fait aussi dans ses messages sur les réseaux sociaux. Et là, les réseaux sociaux n'ont pas tous la même politique. Twitter va, par exemple, masquer les tweets du président Trump en les laissant accessibles mais en précisant qu'ils sont mensongers, qu'ils disent n'importe quoi, que le processus démocratique américain est en cours et que personne ne peut prétendre avoir déjà gagné. Dans le même temps, Facebook fait quelque chose d'un peu similaire mais laisse ses publicités visibles en précisant en dessous que le processus politique n'est pas terminé. C'est ce que Twitter a fait ce matin. Exactement. C'est-à-dire que Donald Trump a annoncé qu'il était en passe de gagner l'élection. Il a même annoncé qu'il avait gagné certains États, je les cite de mémoire, peut-être je vais me tromper, le Wisconsin et je ne sais plus lequel. La Pennsylvanie. Et la Pennsylvanie. Et là, Twitter a dit c'est faux. Alors, Twitter a fait ce qu'il avait déjà fait à plusieurs reprises durant la campagne. C'est-à-dire que ces réseaux sont devenus un lieu où la campagne se fait, bien entendu, mais ils sont, par leur comportement, devenus quelque part un peu des acteurs de cette politique. On ne sait pas, par exemple, si c'est Joe Biden ou Donald Trump qui a gagné. On peut déjà dire quelque chose. Il y a un grand gagnant dans cette campagne américaine. Allez-y. Le grand gagnant, c'est Mark Zuckerberg. Parce que le patron de Facebook. Et oui, parce Pourquoi ? qu'en fait, parce qu'il suffit de regarder un chiffre que je vais vous donner tout de suite. Depuis mai 2018, nous avons un outil de transparence qui est la librairie, en anglais on dit le library, c'est la bibliothèque des publicités politiques diffusées sur Facebook. Ouais. Le chiffre va peut-être vous surprendre. 2,4 milliards de dollars ont été dépensés depuis mai 2018 sur la plateforme Facebook pour faire des publicités politique. 2,4 milliards de dollars de publicité politique sur le réseau. Ça concerne toutes les campagnes aux États-Unis. Et si on prend le cas de Biden et de Trump, pour les seuls mois de septembre et d'octobre, c'est près de 100 millions de dollars qui sont investis en publicité politique sur le réseau Facebook. Donc, le grand gagnant de cette campagne, pour l'instant, c'est avant tout Facebook qui a gagné beaucoup d'argent à diffuser des messages qui disent parfois n'importe quoi. Alors justement, le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, a toujours été mal à l'aise sur le sujet, les mensonges dans les vidéos politiques, et il a longtemps refusé de vérifier ce qui est dit dans les publicités. Il faut dire qu'il a un peu évolué sous la pression des médias, sous la pression des parlementaires américains et surtout des utilisateurs. Et voici ce que Mark Zuckerberg annonçait début septembre. L'une des nouvelles règles que nous allons annoncer, c'est que nous allons bloquer la publication de publicités politiques dans les dernières semaines de la campagne. J'ai l'habitude de croire que le meilleur antidote au discours haineux, c'est de parler davantage. Mais quand il y a un scrutin, si quelqu'un publie une mauvaise information quelques jours avant l'élection, il n'y aura peut-être pas assez de temps pour que le débat s'installe. C'est pour cette raison qu'il me semble nécessaire d'avoir une restriction supplémentaire dans les dernières semaines. Donc, publicité politique interdite sur Facebook ces dernières semaines avant le scrutin, est-ce que ça a été efficace ? En fait, je suis un peu surpris, mais je crois que M. Zuckerberg est un petit peu facétieux. En fait, ce qu'il a expliqué, c'est pas que les publicités seraient interdites, c'est que de nouveaux acteurs ne pourraient pas
2020, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, le jour de l'élection, eh bien, la campagne Biden a pu dépenser près de 2 millions de dollars en publicité ciblée sur Facebook, quand Trump a dépensé près de 3 millions de dollars en publicité ciblée sur Facebook le 1er novembre. Donc, on est à même pas 24 heures du scrutin, et le genre de messages qui étaient diffusés étaient des messages qui prétendaient empêcher le socialisme de s'imposer aux États-Unis sous l'égide de Joe Biden, qui étaient des messages qui prétendaient que les démocrates allaient voler l'élection, et de l'autre côté, des messages pas très sympas pour le président Trump, mais bon, qui restaient un peu plus dans les habitudes de la communication politique américaine, qui peut être parfois un peu sévère, un peu viril, hein, mais qui est pas systématiquement mensongère. Non, je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut bien que les auditeurs comprennent, c'est que ces plateformes ont non seulement participé au bordel dans lequel nous sommes, mais elles ont aussi été des faiseurs de désordre. En fait, quand on crée un monde dans lequel tout a la même valeur, c'est-à-dire qu'un petit chat ou les paroles d'un élu politique, eh ben ça va avoir la même valeur, parce que tout ce qui compte, c'est l'attention qu'on va capter, c'est-à-dire le temps un petit peu que vous allez passer sur le réseau Facebook, sur le réseau Twitter. Eh ben dans un monde dans lequel les choses sont toutes à la même valeur, il y a certains courants politiques qui gagnent. Il y a justement des pratiques de Facebook, qui concernent les pubs politiques qui ont été critiquées. Vous n'êtes pas le seul. Exemple avec un comédien engagé, c'est Sacha Baron Cohen. Vous le connaissez, c'est on le voit, le comédien de Borat. On le voit en ce moment sur les affiches. Écoutez ce qu'il disait Sacha Baron Cohen au sujet de Facebook. Si vous payez, Facebook diffusera non seulement toutes les publicités politiques que vous voulez, même si elles comportent des mensonges, mais en plus, Facebook vous aidera à faire en sorte que ces mensonges atteignent au mieux ses utilisateurs. Avec cette logique tordue, et si Facebook avait existé dans les années 30, Hitler aurait été autorisé à poster des publicités de 30 secondes pour parler de sa solution au problème juif. Avant de parler d'Hitler et du point Godwin, est-ce que c'est bien résumé? Est-ce que Facebook vous pousse à avoir de plus en plus de gens qui sont de plus en plus d'accord pour vous pousser de plus en plus sans rien vérifier? Oui, en fait, je crois que là, vous avez bien entendu citer le point Godwin, hein, ouais, qui est assez connu. J'explique ce qu'est le point de Godwin. Le point Godwin, c'est quand une discussion mène à la Shoah et au nazisme pour clore les débats, évidemment, parce qu'on peut plus discuter de rien si on arrive à cet endroit-là. Exactement. Bah moi, je vais vous proposer le point Godard. Comme Jean-Luc ? Exactement. Godard disait la démocratie, c'est pas 5 minutes pour les Juifs, 5 minutes pour Hitler. Et ben malheureusement, c'est ce que Facebook a créé. Vous restez avec nous, Thomas Huchon, on continue à parler de cette campagne électorale américaine sur les réseaux. En compagnie de Thomas Huchon, journaliste, réalisateur de documentaires et grand spécialiste des réseaux sociaux. Nous parlions de Facebook, il faut aussi parler d'un autre réseau social qui a fait couler beaucoup d'encre, même s'il n'y a plus d'encre sur Twitter. Twitter inondé de messages de Donald Trump, tweetos compulsif, 24 000 tweets ou retweets en 4 ans, c'est-à-dire une moyenne de 17 par jour. C'est complètement vertigineux. Qui aurait cru ça il y a 4 ans ? Pourquoi je vous en parle ? Parce qu'écoutez ce que disait Donald Trump, c'était quelques jours, il y a 4 ans, après son élection. Je vais continuer à utiliser les réseaux de manière très retenue. Enfin, si je les utilise encore, je le ferai avec beaucoup de retenue. C'est une forme moderne de communication. Il n'y a rien de honteux. Imaginez si c'était pas retenu. Je n'arrive pas à l'imaginer. C'est-à-dire que s'il y a eu une certaine forme de retenue sur le compte Twitter de Donald Trump, je ne sais pas très bien ce que c'était, parce que nous, on n'a pas eu cette impression-là. Est-ce que c'est une stratégie ? Comment vous voyez ça ? À quoi sert d'écrire autant de messages ? Quels sont, par là, les objectifs de Donald Trump ? Mais je crois que dans ce que permettent les réseaux sociaux, il y a une forme de disruption, hein, une forme de perturbation de la manière habituelle de faire de la politique, qui joue beaucoup. Et je crois que dans le cas de Donald Trump, eh bien, ils sont devenus la possibilité pour lui de dire ce qu'il voulait, comme il le voulait, sans contradiction. Et grosso modo, il peut se le permettre parce qu'il dispose aussi d'une immense communauté de soutien, des millions de personnes qui sont ses followers, ses supporters, ses électeurs, et qui vont finalement servir de caisse de résonance et d'amplification à tous ces messages. Et donc du coup, eh bien il va parfois désigner des cibles, et ses supporters vont foncer comme ça. Et il va aussi être capable, avec une certaine finesse, il faut quand même le reconnaître, eh bien d'aller chercher un certain nombre de questions politiques un peu au
marges du débat, de groupuscules, de petits mouvements politiques aux États-Unis, et de s'attirer leur sympathie, et donc du coup aussi leurs followers, leur réseau. Il fait un petit peu une stratégie de community manager, il fait du cross-posting pour dire ça, c'est-à-dire que vous allez publier un message, des gens vont publier un message similaire, les communautés vont se retrouver sur le réseau, et du coup ça va donner une très grosse impression d'audience. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une qualité qu'il a, là je me fais l'avocat de Donald Trump, c'est que justement il est son propre community manager, et on se dit c'est vraiment lui qui tweete dans sa chambre depuis son lit, et non pas une armée de communicants qui lisent et relire des textes qui deviennent de plus en plus édulcorés, alambiqués. Mais oui, bien entendu, c'est vrai que ça paraît grosso modo. Ça. Alors ça a quelque chose de très séduisant pour, j'ai envie de dire, pour le commun des mortels, parce que ça le rapproche de nous. C'est-à-dire que ça crée l'illusion que ce monsieur, c'est finalement comme le mec qui serait dans l'appartement à côté de chez vous et qui à 3h du matin va balancer un truc sur Twitter. Et si c'était pas une illusion, si c'était le type qui est un peu trop bu et qui est au bar et qui lève la main pour dire j'ai une idée. Le problème c'est ça, c'est que le problème c'est pas tant, vous savez, on a beaucoup parlé de liberté d'expression aussi ces derniers temps en France. Le problème c'est pas tant la liberté d'expression. Ces réseaux permettent d'exercer la liberté d'expression, mais personne ne vous empêche de vous exprimer. Et donc, du coup, la liberté d'expression, on l'a. Il y a une différence entre le free speech, vous pourrez en parler avec la correspondante de CNN, et le free reach, c'est-à-dire la capacité d'atteindre tout le monde. C'est aussi pour ça qu'on a créé un certain nombre de filtres au fur et à mesure des années dans les sociétés, que sont les médias, qui ont des qualités, des défauts, mais qui permettent, si vous voulez, de faire respecter un tout petit peu d'ordre dans la communication. Si on regarde certains des spots politiques qui sont diffusés par le président américain, 40 secondes, il n'y a pas un seul propos factuellement vrai dedans. Ça pose un énorme problème. Pas parce que c'est interdit de mentir, mais parce que quand on donne aux mensonges une immense caisse de résonance et des outils de ciblage extrêmement précis, on devient un petit peu son complice. Alors vous le dites, le réseau Twitter a renforcé sa surveillance des contenus. Exemple, c'était fin mai, Twitter signale des tweets du président Trump. Les messages sont jugés trompeurs. Le président est furieux et là, il prend un décret contre Twitter. Quand Twitter décide de censurer, modifier, dissimuler, masquer des contenus, ce sont purement et simplement des décisions éditoriales. Dans ces conditions, Twitter perd sa neutralité de plateforme publique et devient un acteur avec une opinion. Ce que fait Twitter en choisissant de vérifier ou en choisissant d'ignorer ou même de promouvoir tel ou tel message, ça n'est rien d'autre que de l'activisme politique. Et ça, c'est indécent. Vous êtes d'accord avec ça? On me censure, dit Trump en gros sur le fond. Mais moi en fait, si vous voulez, le problème c'est que je ne crois pas du tout que ces réseaux ne sont que des tuyaux. Je crois que ces réseaux sont beaucoup plus que des tuyaux et je crois qu'ils sont au moins en partie responsables des contenus qu'ils diffusent. Et donc je suis très content quand ils appliquent tout simplement le peu de règles qui sont en place sur leur plateforme. C'est le problème aussi. C'est que c'est un peu une forme de Far West sur laquelle il n'y a aucune règle. Et quand il n'y a aucune règle, s'il n'y a pas de règle dans la cour de l'école, c'est les plus costauds qui gagnent. Et ça, c'est un problème. Alors, les plus costauds ou les plus suivis, et il ne suffit pas d'être costaud pour être suivi et vice-versa. Il y a une question très profonde qui est que le connaisseur que vous êtes va pouvoir résoudre. Ce qui fabrique l'opinion sur Twitter, notamment, sont les TT, Trending Topics. C'est les mots-clés qu'on met derrière le hashtag ou le mot dièse. Et certains disent qu'il faudrait supprimer les TT. Est-ce que vous êtes d'accord? Quel intérêt? Qu'est-ce que ça vise? Mais le problème de ces Trending Topics, c'est qu'ils sont une espèce de miroir trompeur de l'audience sur ces réseaux. Parce que tout un tas de gens ont bien compris comment ces réseaux fonctionnaient et vont se servir de pratiques. Alors c'est quelque chose qu'on appelle l'astroturfing. Il est un peu tôt pour parler de termes comme ça, mais grosso modo, c'est l'idée que un petit nombre de personnes vont s'entendre pour arriver à faire remonter un mot dièse, un hashtag sur le réseau et arriver à donner l'illusion au réseau qu'il y a beaucoup de gens qui discutent de ce sujet-là et donc à faire remonter de manière artificielle des choses en trending topics. Et donc pour n'importe quel utilisateur, on regarde un peu ce qui se passe sur le réseau. Ah tiens, c'est en trending topics, donc c'est important. Et donc si vous voulez, par exemple, les activistes d'extrême droite ou djihadistes sont devenus très très forts pour arriver à faire remonter un certain nombre de contenus comme ça en trending topics. Et donc effectivement leur donner moins de visibilité, c'est aussi permettre grosso modo à l'utilisateur de Twitter de se faire un petit peu plus sa propre opinion sur la réalité de ce qui se passe sur la plateforme. D'un mot très rapidement, 3 petites questions. Quel rôle peuvent jouer Twitter ou Facebook dans les heures qui viennent? Ça va continuer? Ouais, moi j'ai un petit peu peur parce que ce qu'on constate quand même de nombreuses études scientifiques, c'est que tous ces réseaux se jouent beaucoup de nos émotions et que
ils se servent aussi de nos colères, de nos passions, pour faire de l'audience. Et bien, dans un pays aussi polarisé que l'Amérique, dans un pays où il y a un président qui menace de ne pas respecter le processus démocratique, j'ai pas tant peur du comportement de Donald Trump que de certains de ses supporters. Et surtout, si on colle à cette information le fait qu'il n'y a jamais eu autant d'armes vendues aux États-Unis qu'en 2020, je pense que ça ne nous dit rien qui vaille. Spicy, je reviens à vous. Votre plateforme arrive sur Amazon Prime Video, arrivée annoncée hier. Qu'est-ce que ça va changer pour vous? Plus de visibilité? On espère. Ouais, vous savez, quand on fait des documentaires, on fait ça avant tout pour qu'ils soient vus, parce qu'on espère un petit peu essayer de changer le monde avec nos films, en tout cas de permettre aux gens de se faire leur propre opinion sur ce qu'il s'y passe. Le plus ils auront de visibilité, le mieux ce sera pour tout le monde. Et puis, autre info qui est tombée cette nuit, je veux savoir si c'était une fake news ou pas, l'arrivée du petit Achille. Voilà, c'est l'heureux papa qui sourit, voilà. Félicitations. Félicitations. Et à la maman aussi. Merci beaucoup Thomas Huchon, journaliste, réalisateur de documentaires. Merci de nous avoir éclairé sur cette lutte sur les réseaux sociaux. Et j'ai l'impression que c'est pas terminé.